Bonjour, nous allons parler de l'imagerie des accidents vasculaires cérébraux. Donc, les objectifs de ce cours, c'est de définir l'apport de l'imagerie dans le diagnostic positif des accidents vasculaires cérébraux, de décrire essentiellement la sémiologie scanographique des AVC aux différents stades, de reconnaître l'intérêt de l'imagerie dans le diagnostic différentiel et dans le diagnostic étiologique des accidents vasculaires cérébraux, et puis d'énumérer les différentes étiologies responsables des accidents vasculaires cérébraux. Donc, il s'agit là d'une entité urgente, aussi bien sur le plan diagnostique que thérapeutique. C'est une source d'handicap majeur. Elle touche la tranche âgée. Donc, il s'agit là de faire la différence entre l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. C'est l'intérêt principal de l'imagerie, vu que le traitement et le pronostic est différent pour chacune d'entre ces deux entités. Donc, l'imagerie est la capitale, aussi bien pour le diagnostic positif, pour le diagnostic étiologique différentiel, à la recherche de complications, et bien sûr, elle intervient également dans la thérapeutique. Donc, le plan va être le suivant. On va voir, après l'introduction, les AVC ischémiques, puis les AVC hémorragiques, avec donc l'intérêt de l'imagerie pour ces deux entités, et avant de conclure. Donc, les AVC ischémiques constituent plus de 85% des accidents vasculaires cérébraux. Sa fréquence augmente avec l'âge, comme on a dit. Les facteurs de risque cardiovasculaire augmentent donc le risque de ces AVC. Alors, il faut axer sur la prophylaxie. Il s'agit essentiellement de l'hypertension artérielle, du diabète, des hyperlipidémies, pour les femmes de la prise de contraceptifs oraux, les patients alcooliques, les patients obèses et les patients ayant des antécédents cardiaques. Tous peuvent faire à un moment ou à un autre un accident vasculaire. Donc, l'intérêt de l'imagerie, comme je dis, donc intervient aussi bien du diagnostic positif jusqu'au suivi post-thérapeutique. Alors, sur le plan physiopathologique, il faut savoir que le débit sanguin cérébral normal, il est aux alentours de 50 ml par 100 grammes par minute. À chaque fois qu'il y a une diminution ou une interruption de cet apport sanguin, il va y avoir certaines perturbations qui vont être responsables de lésions réversibles au départ et puis irréversibles avec mort des cellules neuronales et gliales. Donc, quand on est à 20 millilitres à peu près par 100 grammes par minute, les perturbations vont commencer. Entre 10 et 20, ce sont des lésions réversibles. Moins de 10 millilitres, ce sont des lésions irréversible. Donc, le mécanisme peut être soit, on a dit, une diminution ou un arrêt total de l'apport sanguin cérébral qui peut être lié à une occlusion artérielle, soit par athérome, soit par une thrombose ou une embolie, ou une diminution sévère de l'hémodynamique, donc une défaillance cardio-circulatoire, donc qui va être responsable d'un bas débit circulatoire et donc d'une diminution de l'apport en oxygène et en glucose principalement. Alors au début, il s'agit d'un œdème qui va être de situation intracellulaire, donc c'est ce qu'on appelle un œdème cytotoxique qui va être visible pendant les premières 24 heures. Cet œdème, avec la rupture de la barrière hémato-encéphalique, va devenir un œdème vasogénique. Ces deux œdèmes, donc ces deux différents œdèmes, sont importants sur le plan de l'imagerie parce que chacun d'entre eux va donner un aspect différent de l'autre et donc on pourra dater l'accident vasculaire grâce à cet aspect sur l'imagerie. Alors sur le plan clinique, le tableau il est connu, donc il s'agit d'un terrain avec les facteurs de risque qu'on a déjà cités. Généralement c'est un début brutal, donc l'installation de la symptomatologie elle est brutale, ça c'est un élément capital qui va orienter vers l'origine vasculaire. Il s'agit généralement d'un déficit sensitivo-moteur qui est contralatéral à la région atteinte. Il peut s'agir dans certaines situations de troubles de conscience. Alors on définit deux parties de ces accidents vasculaires ischémiques. Il y a ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire. Alors transitoire, c'est-à-dire c'est un accident qui va régresser en moins d'une heure. Le patient fait un déficit, mais qui va tout de suite récupérer dans l'heure qui suit. C'est un accident transitoire. Puis il y a l'accident ischémique constitué qui, lui, peut durer au-delà de 24 heures.
Alors pour l'AVC ischémique transitoire, donc l'imagerie, elle est généralement importante parce qu'il faut voir donc l'état du cerveau du patient. Alors il faut la faire le plus tôt possible, avant les 3 heures, pour pouvoir traiter si éventuellement il y a un accident constitué. Autrement, dans l'accident vasculaire transitoire, l'imagerie elle est strictement normale. Donc il peut s'agir d'un scanner ou d'une IRM qui sont normaux. Donc le risque, bien sûr, c'est qu'il fasse une récidive d'un AVC ischémique transitoire ou alors qu'il passe à un stade d'AVC constitué. Et donc, le bilan étiologique ici s'impose. À chaque fois qu'un patient fait un accident vasculaire transitoire, il faut absolument faire un bilan à la recherche d'une étiologie, comme on l'a dit, parce que le risque, c'est la récidive de cet AVC. Là, vous avez une image d'un scanner tout à fait normal dans le cadre d'un patient qui a fait un déficit ayant régressé en moins d'1 heure. Pour l'AVC ischémique constitué, donc là, il y a plusieurs phases. On définit la phase initiale, la phase intermédiaire et la phase séquelaire. Là, l'imagerie, elle va changer en fonction de ces différents stades. Donc, on va voir la sémiologie radiologique essentiellement scanographique qui est donc utile pour le diagnostic de ces accidents ischémiques à ces différents stades. Donc, on va commencer par la phase initiale qui est avant 24 heures. Donc, on fait généralement un scanner sans injection de produit de contraste. L'injection n'est pas du tout systématique, elle est rarement utile, parfois quand on veut rechercher une étiologie, mais autrement, il faut éviter d'injecter le produit de contraste chez ces patients donc ayant déjà une souffrance cérébrale. Donc, le scanner, son intérêt principal à ce stade, c'est de pouvoir éliminer un AVC hémorragique. Donc l'AVC hémorragique, le diagnostic il est simple, c'est une hyperdensité qui est donc spontanée, qui est rapidement visible sur le scanner. Donc le scanner à l'étape initiale, c'est pour écarter l'hémorragie. Il faut savoir que dans 50% des cas, le scanner il est normal à ce stade. Donc un scanner cérébral normal, donc devant une suspicion d'AVC ischémique, ne peut écarter ce diagnostic s'il est réalisé avant les 24 heures. Cependant, il y a certains signes précoces qui sont importants à connaître et qui peuvent orienter vers le diagnostic d'ischémie cérébrale. Donc, je cite en premier l'image du thrombus qui peut apparaître sous forme d'une image spontanément hyperdense au sein du vaisseau thrombosé. Donc, l'aspect hyperdense d'un vaisseau spontané donc, est en faveur de l'ischémie cérébrale. C'est un signe précoce de l'ischémie cérébrale. Autre signe, donc on a la diminution de la densité du noyau lenticulaire, du noyau caudé ou du cortex insulaire. On peut avoir également une absence de différenciation entre la substance grise et la substance blanche ou carrément un effacement des sillons corticaux. Donc à chaque fois qu'on a un de ces signes, il faut penser à une ischémie derrière. Donc il faut vérifier ou recontrôler pour confirmer ce diagnostic. Donc voici des exemples de scanners. Donc vous avez sur l'image de droite une image qui est linéaire, qui est spontanément hyperdense, intravasculaire, qui correspond à un thrombus intraluminal. Donc ça, c'est un signe précoce. Si on refait le scanner quelques heures après, donc on verra s'installer les lésions cérébrales. Là, si on compare les deux hémisphères cérébraux, vous allez voir qu'il y a un effacement des sillons corticaux au niveau de la zone jonctionnelle gauche, avec absence de différenciation entre la substance grise et la substance blanche, donc témoignant d'un AVC ischémique précoce. Bien sûr, si on a le choix, l'IRM reste l'examen préférentiel. D'accord, le scanner, on l'a dit en premier parce qu'il est plus accessible, c'est un examen qui est plus accessible dans l'urgence, mais l'IRM, bien sûr, elle va faire un diagnostic positif aussi rapidement que le scanner. Donc, quand elle est disponible, ne pas hésiter à réaliser une IRM pour avoir le diagnostic. Comment va apparaître cette ischémie au stade précoce? Donc, il s'agit d'un œdème. Alors, l'œdème, c'est en hyposignal sur la séquence T1, hypersignal sur la séquence T2 et la séquence flair. La différence, c'est que là, on va réaliser des séquences de diffusion avec la mesure du coefficient de diffusion de l'eau. Et là, on a un hypersignal sur la diffusion avec une restriction de l'ADC qui est le coefficient de diffusion de l'eau. Là, devant un tableau clinique donc correspondant, le diagnostic est généralement porté vers l'ischémie cérébrale.
Voici un exemple donc chez une patiente ici qui a une lésion si bien du tronc que de l'hémisphère cérébelleux gauche. Vous voyez que cette lésion elle est en hypersignal sur la séquence de diffusion. Alors sur l'ADC, on a une restriction avec baisse du coefficient de diffusion de l'eau. Ceci est en faveur d'un AVC ischémique. Deuxième phase de l'ischémie cérébrale, c'est la phase intermédiaire ou la phase subaiguë qui dure donc entre 48 heures et 15 jours. Alors là, l'infarctus cérébral est mis en place, la nécrose cellulaire est au maximum. Donc l'imagerie va être sous forme d'une hypodensité bien systématisée s'il s'agit d'un scanner ou alors sur l'IRM, une image en hyposignal T1, hypersignal T2 et flair, là encore bien systématisé à un territoire vasculaire précis. Donc le siège dépend bien sûr de ce territoire. Et on peut avoir un effet de masse qui est très variable en fonction donc, de l'importance de l'ischémie, en sachant que dans certaines situations, bien qu'il y ait une atteinte cérébrale diffuse, l'effet de masse peut être minime par rapport à l'importance de l'ischémie. Alors si on est amené à injecter le produit de contraste, on peut avoir une prise de contraste qui est corticale, qui peut être annulaire, nodulaire ou giriforme. Ceci ne doit pas écarter le diagnostic de l'ischémie cérébrale, bien au contraire, donc d'autant plus que si la clinique est également parlante. Encore une fois, dans cette phase intermédiaire, on peut avoir ce qu'on appelle une hémorragie secondaire ou bien un infarcissement hémorragique secondaire qui va apparaître sous forme d'une hyperdensité spontanée qui va être vue au sein de l'hypodensité prédécrite précédemment, donc qui était en rapport avec la nécrose cellulaire. Donc l'IRM, on aura une image en hypersignal sur la séquence T1. Voilà, on va voir donc l'exemple qu'on a vu tout à l'heure où on a un signe précoce qui est l'absence de différenciation entre la substance grise et la substance blanche avec effacement des sillons corticaux. Le patient a refait un scanner de contrôle. Regardez ici, on est dans une phase intermédiaire où vous voyez l'hypodensité bien systématisée qui là s'est bien constituée donc au niveau de cette zone jonctionnelle avec un discret effet de masse sur la corne occipitale correspondante. Plus tard, le patient a refait donc un scanner de contrôle où là, vous voyez une hémorragie secondaire avec un infarcissement hémorragique au sein de cette hypodensité avec exagération de l'effet de masse sur la corne occipitale. D'autres exemples également, donc vous voyez ici une hypodensité bien systématisée qui correspond à un AVC ischémique constitué avec effet de masse sur le système ventriculaire homolatéral. Là aussi, donc une hypodensité bien systématisée, donc sans effet de masse sur les structures médianes. D'autres exemples, donc on a une hypodensité frontopariétale, donc avec un effet de masse sur la ligne médiane, bien systématisée encore une fois. Une autre localisation, ici au niveau de la fosse cérébrale postérieure, sachez que la fosse cérébrale postérieure pose des problèmes de diagnostic positif, notamment pour les lésions ischémiques lacunaires, comme c'est le cas ici, à cause des artefacts d'endurcissement du rocher que vous voyez là, qui peuvent gêner l'interprétation de cette région. Donc là, l'intérêt, bien sûr, de réaliser l'IRM qui a une résolution meilleure et qui permettra de poser le diagnostic positif. Donc ça, c'était pour la phase intermédiaire. On passe à la phase séquelaire. Celle-là, donc, elle dure entre 5 et 6 semaines. Alors, la phase séquelaire va s'installer au niveau de l'hypodensité qu'il y avait. Donc là où on avait la nécrose cellulaire et la mort neuronale, on aura une cavité liquidienne, qu'on va appeler une cavité porencéphalique, qui aura en scanner la même densité que celle du liquide cérébrospinal. En IRM, la même chose. Donc, c'est une cavité qui aura un hyposignal sur la séquence T1, un hypersignal sur la séquence T2, avec un effacement sur la séquence flair, témoignant de son contenu liquidien. Donc, à côté de la cavité, on va avoir des images de démyélinisation ou de gliose de la substance blanche qui sont hypodenses en scanner, qui sont en hyposignal T1 et hypersignal T2 et flair en IRM. Et puis, à côté de cela, on a une atrophie localisée témoignant donc de l'aspect rétractile, de l'aspect séquelaire de cette lésion, avec un élargissement des sillons corticaux et un élargissement du système ventriculaire, témoignant donc d'un AVC ancien.
Donc là, il y a généralement une résorption du tissu nerveux qui est nécrosé. Voilà, donc vous avez les exemples ici. Vous voyez que là, l'œdème, il a disparu, et puis il est remplacé par ces cavités. Ici, on a une hypodensité très marquée, proche de celle du LCR, avec une atrophie cérébrale et une attraction importante du système ventriculaire vers cette cavité. De l'autre côté, la même chose, donc une atrophie parenchymateuse droite, avec donc un aspect très hypodense, proche de celui du LCR, et une dilatation du système ventriculaire avec un élargissement des sillons corticaux en regard, témoignant donc de l'atrophie cérébrale en plus de la cavité. Sur l'IRM, la même chose, donc on a ces images de dilatation avec la gliose associée, la dilatation du système ventriculaire en hyposignal T1 et en hypersignal sur le T2. Donc ça, c'était pour les différentes phases de l'AVC ischémique. Alors, qu'en est-il du bilan étiologique? Il faut savoir que pour le bilan étiologique, on va réaliser tout d'abord un échodoppler des vaisseaux du cou à la recherche donc de signes d'athérome, d'athérosclérose qui peuvent être sténosantes. On peut être amené à réaliser également un angioscanner ou une angio-IRM pour l'étude donc des troncs supraaortiques à la recherche donc d'une étiologie. L'angiographie donc reste de dernier recours si les autres techniques ne sont pas concluantes et puis essentiellement si on veut intervenir pour un geste endovasculaire thérapeutique. Voilà donc l'exemple ici d'un échographie en mode B où juste on visualise une plaque d'athérome qui n'est pas sténosante, donc un épaississement intimal sans retentissement hémodynamique. Là par contre, donc on voit sur cette image donc une sténose subocclusive du bulbe carotidien droit. Voilà, sur le scanner ici, vous voyez donc l'aspect complètement occlus de l'artère sylvienne droite. Alors, les différentes étiologies des AVC ischémiques, elles sont prédominées par l'athérosclérose des vaisseaux du cou. Donc, on a dit que c'était l'apanage essentiellement du sujet âgé. Donc, il faut savoir que 40% des cas, c'est l'athérosclérose qui est responsable de l'AVC ischémique. L'origine cardiaque également, donc chez le sujet jeune, il faut rechercher une cause cardiaque, il faut faire un bilan cardiovasculaire à la recherche donc d'une cardiopathie emboligène qui peut être responsable de ces AVC ischémiques. Il y a également les causes inflammatoires, les causes infectieuses, où on a une altération des parois artérielles, également les dissections qui peuvent être d'origine post-traumatique, peuvent être responsables là aussi d'une ischémie cérébrale et bien entendu les différentes coagulopathies là aussi peuvent être responsables d'une thrombose de la lumière vasculaire et donc d'une ischémie cérébrale. Alors le diagnostic différentiel sur le plan de l'imagerie repose essentiellement sur l'IRM, donc plusieurs pathologies peuvent donner un aspect un peu similaire à ce qu'on a vu sur donc la description sémiologique, notamment dans l'ischémie veineuse. Il est important de faire la part entre une ischémie artérielle et une ischémie veineuse, donc notamment dans les cadres des thrombophlébite cérébrales. Là, avec les séquences d'angio-IRM veineuse, on peut donc retrouver la thrombose et puis il faut rechercher donc les signes indirects qui orientent vers la thrombophlébite cérébrale, notamment quand il y a une hémorragie en plus de l'œdème cérébral. Également, les processus tumoraux, donc les tumeurs gliales de bas grade, peuvent prendre des aspects très similaires à ceux de l'ischémie. Encore une fois, le tableau clinique, l'installation brutale de l'atteinte neurologique oriente vers l'origine vasculaire. Parfois également, chez les patientes en postpartum, on peut voir donc des encéphalopathies hypertensives qui peuvent être réversibles. Là aussi, c'est un diagnostic différentiel. Le contrôle à 15 jours d'intervalle va montrer donc une diminution de ces lésions et donc sera en faveur de ce diagnostic. Les patients également, les diabétiques, qui peuvent faire des hypoglycémies avec atteinte cérébrale ou parfois les patients qui font des intoxications peuvent présenter donc des tableaux similaires à ceux de l'ischémie cérébrale.
Donc la classification, c'est pour justement vous parler des différents infarctus territoriaux. Donc on a l'atteinte, elle peut toucher soit le système carotidien, soit le système vertébro-basilaire, aussi bien la partie superficielle qu'au profonde. Donc là, bien sûr, sur l'imagerie, il va falloir déterminer de quel territoire est-ce qu'il s'agit. On décrit également les infarctus lacunaires. Ce sont des infarctus de petite taille, inférieurs à 10 ou 15 mm. Les infarctus jonctionnels qui sont situé entre deux territoires voisins. Là aussi, généralement, c'est une défaillance cardiaque qui peut être en cause ou la sténose d'une artère proximale. Et bien sûr, il y a les infarctus multiples, généralement d'origine emboligène. Et comme on a dit tout à l'heure, le bilan cardiovasculaire est essentiel pour rechercher une cause donc à ces ischémies multiples. Voilà, donc pour l'AVC ischémique, il faut savoir que le scanner sans injection et l'examen à réaliser en urgence. Si on a la possibilité de faire une IRM, ne pas hésiter, donc essentiellement pour le stade suraigu, pour pouvoir traiter et faire donc une thrombolyse. Les lésions de la fosse cérébrale postérieure qui peuvent échapper au scanner, donc là aussi vont être rattrapées sur l'IRM. Et l'enquête étiologique, elle est absolument indispensable donc pour reconnaître donc, et traiter l'étiologie de ces ischémies. Donc là, c'était pour les AVC ischémiques. On passe à la deuxième partie qui concerne les accidents vasculaires hémorragiques. Ceux-là, ils sont moins fréquents, donc ils représentent à peu près 10 à 15% des AVC. Il s'agit soit d'une hémorragie donc intracérébrale, en dehors de tout traumatisme. Elle est le plus souvent liée à une rupture d'une structure vasculaire cérébrale, donc à une malformation cérébrale, et c'est la cause donc la plus fréquente. Sur le plan de l'imagerie, donc celle-là, elle permet le diagnostic positif et le diagnostic étiologique. Encore une fois, c'est soit le scanner cérébral ou l'IRM cérébral. Et pour le bilan étiologique, c'est le scanner ou l'angioscanner, l'angio-IRM cérébral ou parfois l'angiographie avec donc traitement endovasculaire. Donc le scanner, comme on a dit pour l'ischémie, donc c'est l'examen réalisé en première intention. Il est accessible en urgence, donc il est sensible. Il va permettre de détecter une hyperdensité spontanée qui va orienter vers l'hémorragie intracérébrale. Ceci, bien sûr, doit être complété d'une injection si on a donc la possibilité en urgence. Sinon, donc on le fait en différé pour une recherche étiologique. Donc, comme je disais, le diagnostic positif repose sur donc, la présence d'une hyperdensité spontanée. Il peut s'agir d'une hyperdensité intracérébrale, donc un hématome intracérébral qui peut être entouré d'œdème périlésionnel, réactionnel, qui peut être responsable également d'un effet de masse en fonction de la taille et du volume de cet hématome. Également, l'hémorragie peut intéresser les espaces sous-arachnoïdiens, donc c'est une hémorragie méningée, donc là, c'est une hyperdensité spontanée au niveau des espaces sous-arachnoïdiens, au niveau des méninges. L'hémorragie peut intéresser également les ventricules, donc là, c'est également à rechercher lors du scanner. Voilà un exemple où on a donc un scanner sans injection de produit de contraste et vous voyez un volumineux hématome cérébral profond, avec un effet de masse sur le système ventriculaire et une hémorragie intraventriculaire associée. Voilà également donc une image avec de l'hémorragie méningée. Regardez l'hyperdensité spontanée de la faute du cerveau et des espaces sous-arachnoïdiens associée à une hémorragie intraventriculaire visible au niveau des deux cornes ventriculaires des ventricules latéraux. Sur la coupe qui passe par la fosse cérébrale postérieure, regardez l'hémorragie au sein du quatrième ventricule qui est élargi. Donc ça, c'était un scanner sans contraste. Quand est-ce qu'on doit injecter le produit de contraste? C'est essentiellement quand on a un doute diagnostique ou quand on veut rechercher une étiologie, donc une malformation vasculaire. Il faut savoir que l'évolution de cet hématome donc, va vers la résorption de la périphérie vers le centre de l'hématome. Donc là, il faut absolument rechercher une étiologie, surtout s'il s'agit d'un sujet jeune non hypertendu. Alors l'IRM, là, le signal de l'hématome, il est très variable en fonction de l'âge de l'hématome. On ne rentrera pas dans les détails, mais elle va permettre également le diagnostic positif et le diagnostic étiologique grâce aux séquences d'angio-IRM cérébral artériel essentiellement qui vont permettre donc de rechercher la cause.
Pour l'angiographie cérébrale, donc comme on l'a dit, c'est un examen qui reste invasif. C'est l'examen de référence, certes, mais il ne sera donc réalisé que lorsque les deux autres techniques, notamment l'angioscanner et l'angio-IRM, ne seront pas concluantes, ou alors pour réaliser un traitement endovasculaire. Voilà sur cette image, donc une séquence d'IRM flair. Donc il faut savoir que le flair, il est très sensible pour la détection de l'hémorragie méningée. Donc ça apparaît en hypersignal. Regardez les espaces sous-arachnoïdiens, exactement comme on a vu au scanner. Donc sont en hypersignal sur la séquence flair. Un exemple d'un hématome, donc là la séquence d'écho de gradient, ou le T2 étoile, qui est également une séquence très sensible pour la détection du sang. Vous voyez donc cet hématome, là un hématome en cours de résorption, donc avec un aspect hétérogène. Les étiologies donc, de l'AVC hémorragique, là aussi elles sont nombreuses. Le chef de file, ça reste l'hypertension artérielle chez le sujet âgé. Donc généralement, ce sont des hématomes qui sont profonds, donc par rupture des artères perforantes. Donc l'hématome chez le sujet âgé hypertendu qui fait un pic hypertensif et qui éclate ces petits vaisseaux. Les malformations vasculaires, là par contre, c'est beaucoup plus l'apanage du sujet jeune. Donc il peut s'agir de rupture d'un anévrisme cérébral, il peut s'agir de malformations artério-veineuses ou parfois même de cavernome, donc qui peut saigner, qui peut donc donner cet hématome intracérébral. D'autres causes sont possibles, notamment les tumeurs hémorragiques, tumeurs qui saignent, les AVC ischémiques avec un farcissement hémorragique secondaire, comme on a vu tout à l'heure dans la phase intermédiaire, ou la thrombophlébite cérébrale également, qui va donc se manifester par des signes d'hémorragie et d'œdème en intracérébral, et également donc toutes les coagulopathies, donc les patients qui peuvent saigner s'ils ont des troubles de l'hémostase. On va voir des exemples. Donc ici, un hématome cérébral profond, avec, donc hétérogène, avec un peu d'œdème périlésionnel et une rupture dans le système ventriculaire avec un effet de masse sur la ligne médiane. Il s'agissait ici d'un patient hypertendu. Voilà un autre exemple. On voit un anévrisme géant de l'extrémité supérieure du tronc basilaire, visible au scanner et confirmé sur les images angiographiques. D'autres exemples ici, on a une malformation artério-veineuse. Donc vous voyez ici le nidus avec ses structures vasculaires serpigineuses au niveau occipital. Donc là aussi sur la séquence d'angio-IRM artérielle, là sur les séquences d'angiographie avant et après embolisation. Vous voyez que le nidus s'est complètement tari. Un autre exemple, vous voyez donc un aspect œdémacié pariétale gauche avec une hémorragie intra-œdémateuse. Donc là, sur l'IRM, la même chose. Donc on a de l'œdème cérébral, principalement sur la séquence flair, et sur les séquences donc, de thrombophlébite cérébrale, de séquences d'angio-IRM veineuse, vous voyez la thrombose du sinus latéral droit et du sinus sigmoïde, donc responsable de cet aspect œdémato-hémorragique cérébral. Donc, on a passé en revue les différentes étiologies. Donc, pour l'AVC hémorragique, sachez que, encore une fois, le scanner est très utile en urgence pour le diagnostic. L'IRM peut être plus sensible à la phase subaiguë et pour rechercher essentiellement une hémorragie méningée de faible abondance qui peut passer inaperçue au scanner. Mais bien sûr, les deux sont utiles pour le diagnostic étiologique. L'angiographie sera essentiellement réalisée si on suspecte une malformation vasculaire complexe et si on envisage un traitement endovasculaire. Je vous remercie.